Tout s'est joué en à peine 5 minutes, un laps de temps dérisoire qui allait pourtant déclencher l'une des polémiques climatiques les plus explosives jamais vues à l'Assemblée générale des Nations unies, propulsant instantanément le monde dans une fracture nette entre défenseurs de l'action écologique et sceptiques résolus, tandis que Donald Trump quittait tout juste la tribune après une allocution incendiaire où il dénonçait le réchauffement climatique comme une gigantesque imposture et accusait l'Europe de se saborder avec des politiques environnementales absurdes affichant devant l'Assemblée, ce sourire satisfait mêlé d'une assurance provocatrice devenue sa signature convaincue d'avoir pris l'ascendant sur ce qu'il qualifie d'hystérie climatique et persuadé avec une confiance presque insolente qu'aucun dirigeant n'oserait le contredire frontalement sous les projecteurs du monde entier. Pour saisir la portée du choc qui allait bientôt ébranler cette enceinte solennelle, il faut remonter quelques heures plus tôt dans l'atmosphère feutrée de la suite présidentielle du Plaza Hotel, où Donald Trump peaufinait avec minutie son attaque contre les stratégies climatiques européennes entouré d'un cercle restreint de conseillers loyaux et idéologiquement alignés aiguisant des arguments volontairement provocateurs dénonçant avec véhémence ce qu'il considérait comme l'arrogance des Européens persuadés de faire la leçon au monde avec leur fameux Green Deal, qu'ils tournaient en dérision pointant du doigt leurs factures d'énergie, en hausse les entreprises qui migrent vers l'Asie et les agriculteurs en colère dans les rues, convaincus que cette politique n'était rien d'autre qu'un désastre économique qu'ils s'apprêtaient à exposer publiquement. Mais pendant que cette offensive se préparait en coulisses, quelque chose avait profondément évolué dans la salle historique des Nations Unies depuis son premier passage au pouvoir, car une nouvelle vague de dirigeants européens refusait désormais de subir ces attaques sans réagir. Et parmi eux, Sébastien Lecornu, chef du gouvernement français, observait la scène avec une sérénité presque dérangeante, un calme lourd de sens, qui aurait dû éveiller les soupçons de Trump tant il annonçait une riposte inattendue prête à dépasser toutes les anticipations et à redéfinir durablement le débat mondial sur le climat. En apparence, le plan de Donald Trump tenait en quelques lignes, mais sa mécanique était redoutablement efficace, transformer la tribune de l'ONU en scène mondiale, pour démolir méthodiquement la crédibilité des politiques climatiques européennes, ériger les États-Unis en incarnation du bon sens économique face à ce qu'ils dénonçaient comme une idéologie verte excessive et surtout rallier les nations émergentes, afin d'isoler l'Europe sur le terrain diplomatique en matière de climat en les séduisant avec une vision du développement présentée comme pragmatique. Pourtant, à quelques rues de là, dans l'élégance feutrée du Saint-Régis Sébastien Lecornu, préparait lui aussi ce face-à-face avec une précision presque chirurgicale, refusant catégoriquement de jouer le rôle du spectateur passif face aux provocations annoncées, déterminé au contraire à porter une vision exigeante de l'Europe et à défendre sans concession la notion même de responsabilité climatique à l'échelle mondiale. Là où tant de dirigeants européens avant lui avaient préféré esquiver ou temporiser face aux sorties de Trump, souvent prises au piège d'une diplomatie prudente, Lecornu avait choisi une toute autre voie, l'affrontement direct sur le terrain des faits armés d'arguments solides et de données incontestables capables de résister même aux discours les plus populistes. Dans les semaines précédant son arrivée à New York, une cellule d'experts hautement spécialisée avait été mobilisée à Matignon, rassemblant les figures les plus pointues françaises en climatologie, économie de la transition et stratégie environnementale. Valérie Masson-Delmotte avait fourni les données scientifiques les plus récentes. François Gemenne avait élaboré les projections démographiques et Barbara Pompili avait synthétisé les résultats tangibles des politiques climatiques françaises, constituant ainsi un arsenal argumentatif prêt à être déployé sans faille. Lors d'un échange discret à Matignon, Valérie Masson-Delmotte avait posé le diagnostic avec une clarté implacable selon elle. Donald Trump bâtit son discours sur des approximations et des informations trompeuses. Mais dès lors qu'on lui oppose des données rigoureuses, vérifiables et actualisées, toute sa mécanique argumentative se fissure. Il suffit, insistait-elle, de dégainer les bons chiffres au moment stratégique. Pendant plusieurs semaines, l'équipe s'était donc attelée à construire une véritable forteresse factuelle, accumulant des preuves incontestables, évolution millimétrée des températures globales, chiffrage précis des impacts économiques liés aux catastrophes climatiques, dynamique de création d'emplois dans le secteur des énergies renouvelables, sans oublier les comparaisons internationales des performances énergétiques. Rien n'avait été laissé au hasard, chaque attaque prévisible avait sa réponse prête, chaque approximation identifiait sa réfutation soigneusement préparée. Et pour verrouiller cette architecture intellectuelle, Sébastien Lecornu avait sollicité Jean Jouzel, ancien dirigeant du GIEC,
et lauréat du prix Nobel de la paix afin de garantir la solidité scientifique de chaque argument avancé. Tu vas te mesurer à l'un des maîtres de la démagogie contemporaine, avait averti Jean Jouzel d'un ton grave avant d'ajouter avec une confiance tranquille que l'avantage décisif restait du côté de Sébastien Lecornu, la science, rappelait-il, finit toujours par l'emporter. Cette certitude allait trouver un écho particulier le 23 septembre 2025, une date appelée à marquer durablement l'histoire de la diplomatie climatique. Ce jour-là, dès l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies, la tension était palpable, presque électrique, malgré un programme officiellement consacré au développement durable. En réalité, chacun savait qu'un affrontement idéologique majeur se préparait, opposant deux visions irréconciliables du futur de la planète. Fidèle à la tradition, Donald Trump obtint la priorité de parole et à 14 heures précises fit son entrée à la tribune avec cette assurance théâtrale qui lui est propre, impeccablement vêtu de son costume sombre et de sa cravate rouge, prêt à captiver l'audience. D'une voix puissante amplifiée par une gestuelle parfaitement maîtrisée, il annonça vouloir révéler une vérité prétendument ignorée selon lui, le réchauffement climatique ne serait qu'une immense tromperie. Un frisson parcourut la salle. Même les diplomates aguerris, pourtant familiers de ces provocations, furent déstabilisés par la brutalité de cette déclaration au cœur même de l'ONU. Poursuivant sur sa lancée, il désigna l'Europe d'un geste appuyé, l'accusant de s'enfoncer dans une impasse à cause de ses choix écologiques, évoquant des factures énergétiques en hausse, des industries en difficulté et des agriculteurs en colère, tout en soulignant que d'autres grandes puissances continuaient selon lui de polluer sans contrainte, avant de questionner la cohérence de cette situation. Puis, il attaqua frontalement les énergies renouvelables, les décrivant comme peu fiables, incapables de soutenir une économie moderne en raison de leur intermittence. Le ton monta encore lorsqu'il s'en prit directement à la France et à Sébastien Lecornu, critiquant le modèle énergétique français, ses installations nucléaires vieillissantes et ses choix technologiques, cherchant clairement à provoquer une réaction publique et à déstabiliser son interlocuteur devant l'ensemble des délégations. L'objectif était évident, provoquer une réponse émotionnelle pour reprendre l'ascendant rhétorique. Pourtant, face à cette offensive, Lecornu resta d'un calme imperturbable, notant méthodiquement chaque point, sans laisser transparaître la moindre émotion, une attitude qui aurait pu servir d'avertissement, mais que Trump, absorbé par sa propre performance, ne perçut pas. Il conclut alors en opposant ce qu'il présentait comme le pragmatisme américain à l'idéalisme européen, vantant la création d'emplois et la baisse des coûts énergétiques aux États-Unis, tout en accusant l'Europe de s'engager dans une voie autodestructrice. À cet instant précis, tous les regards convergèrent vers Lecornu, qui, avec une sérénité presque déconcertante, demanda à intervenir à son tour. Sans la moindre précipitation, Sébastien Lecornu se leva, incarnant cette élégance maîtrisée propre à la tradition diplomatique française, puis s'avança vers la tribune, avant de planter son regard dans celui de Donald Trump, un instant suspendu, qui annonçait déjà la tonalité de ce qui allait suivre. D'une voix calme mais parfaitement projetée, il entama son intervention en remerciant ironiquement l'ancien président pour ce qu'il qualifia de démonstration exemplaire du négationnisme climatique contemporain, soulignant que son discours venait d'offrir un concentré saisissant d'approximations, d'informations trompeuses et de mauvaise foi avant d'annoncer avec une politesse presque mordante qu'il allait simplement remettre les faits à leur place. L'impact fut immédiat, la riposte à la fois directe et enveloppée dans une courtoisie acérée, prit Trump de court, le contraignant à regagner son siège avec une expression visiblement contrariée. Sans marquer de pause, Lecornu poursuivit en ouvrant son dossier, introduisant des données issues d'organismes scientifiques majeurs comme la NASA, la NOAA et le GIEC, rappelant que l'année 2024 avait battu tous les records de chaleur avec une hausse moyenne de 14 degrés Celsius, un premier coup parfaitement calibré. Il enchaîna avec méthode démontant point par point les critiques adressées aux énergies renouvelables, mettant en avant le fait que près de la moitié de l'électricité européenne provenait désormais de ces sources et que les coûts du solaire avaient chuté de manière spectaculaire, tout en opposant cette dynamique à la dépendance persistante des États-Unis aux énergies fossiles importées qu'il décrivit comme une impasse technologique. Puis, retournant l'accusation économique, il rappela que le secteur européen des technologies propres générait des millions d'emplois et des milliards de revenus, allant jusqu'à souligner avec une ironie maîtrisée que Tesla, fleuron américain de la transition énergétique, réalisait une part considérable de ses ventes en Europe, concluant implicitement que ces politiques soi-disant absurdes contribuaient en réalité à la prospérité des entreprises américaines elles-mêmes. Dans la salle, l'atmosphère basculait progressivement, des regards complices
Des sourires discrets commençaient à apparaître du côté des délégations européennes, signe que quelque chose tournait clairement à l'avantage de Sébastien Lecornu, mais celui-ci était loin d'avoir terminé, et avec un calme méthodique, il dévoila un nouveau document pour changer d'angle et frapper encore plus fort en s'attaquant cette fois au coût réel des catastrophes climatiques, rappelant qu'en 2024, États-Unis avaient subi des dizaines de milliards de dollars de dégâts ouragans, incendies, tornades, tandis que l'Europe affichait des pertes bien moindres, soulignant avec une logique implacable que l'anticipation coûtait finalement moins cher que l'inaction, une démonstration presque cruelle tant elle était évidente. Sur son siège, Donald Trump commençait à perdre de son assurance, trahissant une agitation inhabituelle face à la précision chirurgicale des arguments qui s'enchaînaient. Sans lui laisser le temps de reprendre ses esprits, Lecornu poursuivit en démontant les critiques sur les véhicules électriques, opposant les chiffres de production européenne à ceux des États-Unis, mettant en avant l'indépendance technologique croissante du continent face aux importations d'énergie fossile, tout en glissant une remarque acérée sur les subventions persistantes accordées aux industries pétrolières américaines, contrastant avec la création d'emplois d'avenir en Europe. Puis vint la phrase qui allait marquer les esprits bien au-delà de la salle accusée de mener l'Europe à sa perte. Lecornu retourna l'argument avec une précision glaçante, affirmant que le véritable danger résidait dans le refus d'accepter les faits scientifiques et que l'Amérique méritait mieux que des discours fondés sur la désinformation climatique. Le silence qui suivit fut presque oppressant comme suspendu dans l'air. Pour la première fois depuis longtemps, Trump semblait déstabilisé, presque à court de réponse, mais Lecornu ne ralentit pas pour autant, et enchaînant en abordant la question agricole, prenant à contre-pied son adversaire sur un terrain qu'il prétendait défendre, expliquant que les politiques d'adaptation avaient permis à l'agriculture française de résister aux sécheresses, tandis que les États-Unis avaient subi des pertes massives de production dues aux vagues de chaleur, posant une question simple mais redoutable qui protège réellement les agriculteurs. À ce stade, ce n'était plus un débat, mais une avalanche de faits vérifiables qui s'abattait méthodiquement, chaque affirmation précédente étant démontée avec une précision presque clinique. Et lorsque Lecornu aborda la question énergétique, opposant un modèle français bas carbone à une dépendance américaine encore largement dominée par les énergies polluantes, l'écart devenait difficile à ignorer. Pendant que Trump tentait maladroitement de reprendre la parole, Lecornu lui avançait avec une maîtrise totale, déjà prêt à conclure une démonstration qui avait été soigneusement orchestrée jusque dans ses moindres détails. Arrivé au terme de sa démonstration, Sébastien Lecornu choisit de frapper avec une clarté presque implacable, opposant deux visions irréconciliables. D'un côté, celle incarnée par Donald Trump, qui l'associa au refus des faits, à l'inaction et à une forme d'irresponsabilité envers les générations futures. De l'autre, une Europe qu'il décrivit comme tournée vers l'innovation, guidée par la rigueur scientifique et consciente de ses devoirs, avant de rappeler que le verdict appartiendrait à l'histoire entre ceux qui ferment les yeux et ceux qui agissent. Puis, dans un silence suspendu, il lâcha la formule qui allait marquer les esprits bien au-delà de l'enceinte onusienne. Selon lui, la véritable imposture n'était pas la lutte contre le dérèglement climatique, mais bien l'illusion dangereuse selon laquelle on pourrait ignorer les lois scientifiques sans en payer le prix. La réaction fut instantanée et spectaculaire, une ovation debout submergea la salle, les applaudissements résonnant pendant de longues minutes, consacrant une performance qui venait de renverser le rapport de force, tandis que Trump, visiblement affecté, quittait les lieux avant même la fin de l'intervention. Mais l'impact ne s'arrêta pas là. En quelques instants, les extraits du discours envahirent les plateformes numériques, devenant viraux à une vitesse fulgurante, avec des slogans célébrant la victoire des faits sur les contre-vérités qui dominaient les tendances mondiales pendant plusieurs jours, y compris aux États-Unis. La réaction du monde académique fut tout aussi marquante. Des institutions prestigieuses comme Harvard University, MIT ou Stanford University saluèrent publiquement cette démonstration, y voyant un triomphe de la rigueur scientifique face à la démagogie, tandis que des milliers de chercheurs américains exprimèrent leur soutien en appelant à mettre fin aux discours trompeurs sur le climat. En Europe, l'effet fut encore plus symbolique. Pour la première fois depuis longtemps, un responsable européen avait réussi à tenir tête à Trump sur la scène internationale, ravivant un sentiment de fierté collective confirmé par des sondages largement favorables. Mais peut-être plus révélatrice encore fut la réaction de la jeunesse mondiale. Greta Thunberg salua publiquement cette prise de parole, y voyant enfin l'expression d'une vérité assumée,
Et en quelques heures, l'écornu devint pour de nombreux mouvements climatiques une figure emblématique de la lutte contre la désinformation. Pris de court et publiquement fragilisé, Donald Trump tenta bien de riposter sur les réseaux avec quelques messages acerbes, mais l'effet fut inexistant, presque embarrassant, car face à des données vérifiées et des chiffres officiels, ses armes habituelles, exagération et provocation, semblaient soudain inefficaces, comme neutralisées par le poids des faits. 6 mois après cet affrontement devenu emblématique, les répercussions s'étaient installées dans la durée. Sébastien Lecornu s'imposait désormais comme une voix incontournable du combat climatique à l'échelle internationale, invité dans les universités les plus prestigieuses et sollicité par de nombreux dirigeants européens, tandis que son adversaire voyait son crédit s'éroder, y compris auprès de ses propres soutiens, une partie de l'opinion américaine prenant conscience à travers cette confrontation des distorsions entretenues autour de la réalité climatique. Ce moment de quelques minutes à l'ONU entra rapidement dans les annales comme un basculement symbolique, celui où l'Europe cessa de se laisser intimider et choisit de répondre non plus par la prudence diplomatique, mais par la force des faits. Lecornu venait de démontrer qu'un discours fondé sur la rigueur scientifique pouvait faire vaciller le populisme à condition d'être assumé sans détour, une idée résumée avec force par The New York Times, qui souligna qu'en un temps record, un dirigeant français avait fait avancer la cause climatique, plus que des années de négociations rappelant au monde que face à l'opposition entre mensonges et connaissances, le choix devrait être évident. Et pourtant, derrière cette scène spectaculaire se dissimulait un travail préparatoire de longue haleine, largement méconnu du grand public, car les fondations de cette réponse avaient été posées plusieurs mois auparavant dans l'atmosphère feutrée de l'Élysée, lors d'une réunion stratégique organisée par Emmanuel Macron, qui avait réuni ses conseillers les plus proches dans le salon Napoléon par une soirée glaciale, avec un objectif parfaitement défini, anticiper le retour de Trump sur la scène internationale, et préparer une riposte à la hauteur des enjeux climatiques. La question posée dans les salons feutrés de l'Élysée était simple en apparence mais redoutable dans ses implications: comment contrer efficacement le retour des offensives climatiques de Donald Trump, dont les discours recommençaient à polluer le débat international. Emmanuel Macron n'avait laissé place à aucune ambiguïté en avertissant ses équipes que l'ancien président américain s'apprêtait à reprendre toute sa place sur la scène mondiale, avec des arguments qui, malgré leur fragilité, trouvaient un écho grandissant, y compris sur le continent européen, d'où la nécessité, selon lui, de préparer une riposte d'une précision presque chirurgicale. Autour de lui étaient réunis certains des esprits les plus pointus du pays en matière de climat et de stratégie de communication: Valérie Masson-Delmotte, figure majeure du GIEC, François Gemène, spécialiste reconnu des dynamiques migratoires liées au climat, Barbara Pompili, ancienne responsable de la transition écologique, ainsi que Jean Jouzel, scientifique de renommée internationale et prix Nobel de la paix. Très vite, le cœur du problème fut posé avec lucidité, selon Valérie Masson-Delmotte. La mécanique argumentative de Trump reposait sur 3 leviers bien identifiés: semer le doute sur les données scientifiques, amplifier de manière excessive les coûts de la transition écologique et détourner le débat en comparant avec d'autres pays pour relativiser les responsabilités, ce qui imposait de construire une réponse rigoureuse point par point, fondée sur des faits impossibles à contester. Jean Jouzel compléta cette analyse en soulignant la subtilité du procédé mêlé quelques éléments réels à une masse d'informations trompeuses, rendant le discours difficile à déconstruire sans préparation minutieuse, d'où l'importance selon lui d'exploiter ces contradictions en s'appuyant sur des données issues de sources américaines elles-mêmes, que Trump ne pourrait discréditer sans se contredire. De cette réflexion naquit une approche stratégique redoutable, une forme de judo climatique consistant à retourner la force rhétorique de l'adversaire contre lui-même, une méthode appelée à devenir la signature de la riposte française. Durant plusieurs semaines, sous l'impulsion de Emmanuel Macron et la coordination de Sébastien Lecornu, une véritable machine analytique s'était mise en marche, accumulant méthodiquement des données incontestables, issues exclusivement d'institutions américaines telles que la NASA, la NOAA, le département de l'énergie ou encore l'Agence de protection de l'environnement, avec une stratégie claire: retourner les propres références de Donald Trump contre lui. Mais au-delà des chiffres, François Gemène avait apporté une clé essentielle en rappelant que la vérité scientifique ne suffisait pas à elle seule, qu'il fallait aussi conquérir l'opinion publique, domaine dans lequel Trump excellait, grâce à des messages simplifiés à l'extrême, d'où la nécessité d'adopter une clarté comparable mais fondée sur des faits rigoureux.
Cette volonté de rendre la science compréhensible sans la trahir orienta toute la préparation de Lecornu, mais ce qui distinguait réellement cette démarche, c'était l'ambition assumée. Il ne s'agissait pas seulement de répondre, mais de dominer intellectuellement son adversaire aux yeux du monde. Refusant toute approche diplomatique timorée, Lecornu avait clairement fixé le cap auprès de ses conseillers, exprimant son intention de produire une démonstration d'une telle force que les discours climato-sceptiques deviendraient indéfendables après coup. Cette exigence conduisit à un travail d'une rigueur extrême où chaque argument récurrent de Trump fut analysé, vérifié, documenté, puis déconstruit avec une précision quasi scientifique. L'équipe alla même plus loin en intégrant des spécialistes de la psychologie cognitive afin d'optimiser la manière de présenter ces informations et maximiser leur impact sur le public. Dans ce cadre, Sander van der Linden, expert reconnu en désinformation, fut consulté de manière confidentielle et expliqua que Trump s'appuyait sur ce que les chercheurs appellent des arguments zombies, des idées fausses mais persistantes qui reviennent sans cesse malgré les corrections, et que la seule manière de les neutraliser durablement consistait à les réfuter de façon si marquante qu'elles cessent définitivement de convaincre. L'analyse minutieuse menée par l'équipe avait donné naissance à la stratégie ultime de Sébastien Lecornu. Il ne s'agissait pas seulement de rectifier les erreurs de Donald Trump, mais de les anéantir avec une force telle qu'elles ne pourraient jamais être reprises au sérieux. Le but était de provoquer ce que les psychologues nomment un moment d'évidence, un instant où la vérité devient si limpide qu'elle s'impose irrévocablement dans l'opinion publique. Pour tester cette approche, Lecornu avait orchestré à Matignon une série de simulations intensives où ses conseillers jouaient tour à tour le rôle de Trump et de différents publics journalistes sceptiques citoyens préoccupés par le coût de la transition représentant de pays en développement réticents aux contraintes climatiques. Lorsqu'un conseiller lança l'argument classique des opposants aux éoliennes, « Monsieur le Premier ministre, vos éoliennes tuent les oiseaux et défigurent nos paysages », Lecornu répondit avec un calme olympien. Les éoliennes tuent environ 0,02% des oiseaux, tandis que les centrales à charbon que vous défendez en tuent beaucoup plus. Voulons-nous vraiment parler de protection des oiseaux? Lecornu appliquait à la stratégie climatique la même rigueur militaire qu'il avait acquise au service de la défense nationale. Une bataille se gagne par la préparation, répétait-il inlassablement à son équipe. Trump improvise, nous nous anticipons. Cette préparation scrupuleuse allait jusqu'aux détails les plus subtils mais essentiels, le choix d'un costume bleu marine sobre pour contraster avec l'exubérance de Trump, la gestuelle précise et mesurée pour incarner la rigueur scientifique, la voix posée mais ferme, afin de marquer la différence avec les éclats trumpiens. Un coach en communication internationale, ancien conseiller de plusieurs prix Nobel, avait même travaillé avec Lecornu pour développer ce qu'il appelait l'autorité scientifique incarnée. Monsieur le Premier ministre, devant les caméras du monde entier, vous ne représentez pas seulement la France, vous incarnez la communauté scientifique mondiale face à l'obscurantisme. Chaque geste, chaque mot doit refléter cette responsabilité historique. 3 semaines avant de poser le pied à New York, une information capitale tomba entre les mains de Sébastien Lecornu. Les services de renseignement français avaient intercepté les grandes lignes du discours que Donald Trump préparait pour l'ONU. Selon le directeur de la DGSE, dans une réunion tenue sous le sceau du plus strict secret, l'ancien président avait l'intention de s'en prendre directement à l'Europe, de critiquer nos factures d'électricité, de tourner en dérision nos voitures électriques et de défier Lecornu sur le nucléaire français. Cette précieuse information permit au Premier ministre français de calibrer chaque contre-argument. Avec une précision chirurgicale, chaque attaque anticipée avait désormais sa riposte parfaitement ajustée, chaque provocation sa réponse chiffrée. Avec un sourire en coin, Lecornu déclara « Il va nous servir ses mensonges sur un plateau d'argent. Nous n'aurons qu'à les découper méthodiquement devant le monde entier. » Le vol vers New York se déroula dans un silence concentré à bord de l'Airbus A330 présidentiel. 8 heures durant, Lecornu relut ses fiches, mémorisa les chiffres clés et répéta ses phrases les plus percutantes, entouré par son équipe telle une bande de préparateurs avant un combat de boxe, peaufinant les détails jusqu'au dernier ajustement. Pendant le trajet, Valérie Masson-Delmotte le rappela à la portée historique de sa mission. Vous portez la voix de 97% des scientifiques mondiaux qui s'accordent sur le changement climatique d'origine humaine. Trump ne représente que 3% de climatologues marginaux et des lobbies pétroliers.
L'avantage intellectuel est largement de votre côté. Jean Jouzel ajouta « Ce que vous ferez à New York ira bien au-delà d'un simple débat politique. Vous allez offrir une leçon de science à la tribune la plus prestigieuse du monde. C'est à la fois un honneur et une responsabilité immense. » Ces encouragements renforcèrent la détermination de Lécornu, prêt à être à la hauteur de l'enjeu historique. À New York, l'atmosphère était déjà électrisante avant même le début de la session. Dans les couloirs du Plaza Hotel où résidait Trump, les journalistes américains bruissaient de rumeurs autour d'un discours climatique majeur de l'ancien président. Pendant ce temps, au Saint-Regis quartier général de la délégation française Lécornu, peaufinait ses derniers arguments aux côtés de ses conseillers scientifiques, prêts à transformer chaque chiffre, chaque statistique et chaque donnée en une arme implacable devant l'Assemblée mondiale. La veille de son intervention, Sébastien Lecornu reçut un appel inattendu depuis Stockholm. Greta Thunberg, la voix vibrante d'urgence, le pressait de comprendre l'importance historique de ce moment. Monsieur le Premier ministre, demain, vous serez la voix de notre génération face aux mensonges climatiques. Des millions de jeunes dans le monde comptent sur vous. Cette charge générationnelle ajouta une profondeur nouvelle à sa détermination, mêlant émotion et rigueur scientifique dans un même élan. Le matin du 23 septembre à 6h30, Lecornu s'éveilla pour un ultime passage en revue de ses notes installées dans sa suite avec vue sur Central Park. « Aujourd'hui, je ne représente pas seulement la France », murmura-t-il à ses collaborateurs les plus proches. « Je porte la responsabilité de la vérité climatique face à l'imposture organisée. L'histoire nous jugera sur cette journée. » Dès son arrivée à l'ONU, il ressentit immédiatement une effervescence particulière. Plus de 200 journalistes accréditaient un record pour un débat sur le climat, capturaient chaque mouvement, chaque regard, chaque détail. Dans cette salle historique, les délégations africaines et insulaires premières victimes du dérèglement climatique suivaient de la scène avec une attention particulière. « Enfin, quelqu'un osera peut-être dire la vérité à Trump », confia l'ambassadeur des Maldives. L'atmosphère rappelait celle d'un procès solennel. Tous savaient qu'ils allaient assister à un affrontement décisif entre deux visions diamétralement opposées du monde, le négationnisme climatique trumpien et la science européenne. Les caméras de CNN, BBC France 24 et Al Jazeera braquèrent leur objectif sur les deux protagonistes. Lorsque Donald Trump prit la parole, Lécornu l'écouta avec l'attention d'un scientifique étudiant un spécimen de désinformation. Chaque exagération, chaque mensonge, chaque manipulation mentale était cataloguée et déjà préparée pour la réplique. « Il déroule ses fake news comme prévu », se dit-il imperturbable. « Je vais les démonter une à une. » Et effectivement, à la fin du réquisitoire anticlimatique de Trump, celui-ci avait, sans le savoir offert, toutes les opportunités que l'équipe française avait anticipées, chaque fausse affirmation, devenant une proie parfaitement ciblée pour la riposte. Tous les coups de Trump contre l'Europe, ses railleries sur les énergies renouvelables, ses attaques sur le nucléaire français avaient été anticipés, chaque pic minutieusement préparé. C'est à ce moment que Sébastien Lecornu offrit sa prestation historique, mais ce que le monde entier ne voyait pas, c'était le jeu psychologique subtil qui animait chacune de ses répliques orchestrées par les meilleurs spécialistes de la communication scientifique. En direct, Lecornu déployait des techniques de démystification inventées par des psychologues cognitifs, transformant chaque argument en piège précis pour la désinformation. Sa première arme, l'effet de contraste. En confrontant systématiquement les données européennes positives aux chiffres américains défavorables, il créait un décalage frappant qui rendait le fiasco des politiques trumpiennes immédiatement visible. Deuxième levier, la crédibilité des sources. En s'appuyant uniquement sur des organismes américains reconnus NASA et NOAA, il neutralisait toute accusation de fake news européenne. Troisième outil, la pédagogie. Chaque statistique complexe était traduite en exemples concrets clairs pour le public. Enfin, quatrième stratagème, l'inversion émotionnelle. Là où Trump semait la peur face au changement, Lecornu suscitait la fierté face à l'innovation, transformant le débat en un exercice de lucidité inspirante. La rigueur et la maîtrise de Sébastien Lecornu expliquent pourquoi son intervention a laissé une empreinte si profonde dans l'opinion mondiale. Ce n'était pas simplement une brillante riposte politique, mais une véritable leçon de communication scientifique appliquée à la diplomatie de haut niveau. L'onde de choc qui s'ensuivit dépassa toutes les projections, même celles les plus optimistes de son équipe. En quelques heures seulement, des extraits du discours furent traduits dans des dizaines de langues et circulaient sur tous les continents. Des colloques d'urgence furent organisés pour analyser cette masterclass de fact-checking en direct.
Au MIT, le professeur Kerry Emmanuel affirma: « En 5 minutes, l'écornu a accompli plus pour l'éducation climatique que 10 années de cours. Il a montré comment neutraliser la désinformation avec élégance et précision. » À Stanford, Catherine Hayhoe observa: « C'est un exemple parfait de la transformation d'un débat émotionnel en démonstration scientifique. » Des doctorants organisèrent même des l'écornu parties pour décortiquer chaque technique employée par le premier ministre. Il nous a prouvé qu'on peut être rigoureux sur le plan scientifique tout en étant redoutablement efficace politiquement, racontait Sarah Chen, doctorante à Berkeley. L'admiration de la communauté scientifique internationale s'explique par un phénomène rare. Pour la première fois, un dirigeant politique avait appliqué la méthode scientifique pure hypothèse collecte de données, vérification, conclusion à un débat politique majeur, et cela avait fonctionné à la perfection. 6 mois après cet affrontement historique, les retombées étaient visibles dans tous les domaines. Sur le plan politique, l'écornu était devenu une référence mondiale en communication climatique, invité régulièrement dans les universités les plus prestigieuses pour détailler sa méthode de fact-checking diplomatique. Son discours était étudié dans les écoles de journalisme comme modèle de vérification factuelle en temps réel. Côté scientifique, l'effet fut encore plus spectaculaire. Les inscriptions en climatologie dans les universités européennes explosèrent. Les jeunes voulaient suivre l'exemple de l'écornu, maîtriser la science pour pouvoir la défendre publiquement. Le GIEC constata une augmentation inédite des candidatures de chercheurs en herbe souhaitant contribuer au prochain rapport. Dans le monde des médias, le duel l'écornu-Trump s'était rapidement imposé comme un cas d'école pour les formations en fact-checking. Partout, les écoles de journalisme disséquaient seconde après seconde chaque technique employée par l'écornu, montrant à leurs étudiants comment déconstruire méthodiquement la désinformation en direct avec rigueur et pédagogie. Mais le retournement le plus surprenant concernait Trump lui-même. Habitué à s'imposer par sa seule présence et son charisme, l'ancien président découvrait pour la première fois que quelques faits vérifiables pouvaient le réduire au silence. Cette révélation le fragilisa profondément pendant plusieurs mois. Il évita soigneusement de revenir sur le climat. Ses tentatives ultérieures pour relancer le débat se soldèrent par des échecs répétés, chaque intervention étant immédiatement contredite par les données de l'écornu. Comme le résumait le premier ministre français, il était devenu le cauchemar incarné de Trump. Pour la première fois de sa carrière, il était prisonnier de sa propre réputation de menteur. Cette impuissance nouvelle eut des répercussions majeures sur la politique intérieure américaine. Les républicains modérés, encouragés par l'exemple de l'écornu, commencèrent à critiquer ouvertement les positions climatiques de leur camp. Si un dirigeant étranger peut ridiculiser notre ancien président avec quelques chiffres scientifiques, c'est que notre argumentation est intenable, constata le sénateur Mitt Romney. 1 an après cette confrontation historique à l'ONU, les conséquences géopolitiques étaient visibles. L'Europe retrouvait un leadership moral sur le climat, affirmant sa position sur la scène mondiale et rappelant que la vérité scientifique pouvait battre le populisme et l'arrogance. Aux États-Unis, la politique énergétique entrait dans une phase de remise en question profonde, tandis que la Chine, soucieuse de ne pas répéter les incohérences de Trump, intensifiait ses investissements verts à un rythme accéléré. Mais ce qui frappait le plus, c'était l'émergence d'une nouvelle génération de dirigeants, inspirés par l'exemple de Sébastien Lecornu qui osait enfin transformer la science en arme politique contre le populisme en Allemagne, en Espagne, au Canada ou en Australie. De jeunes responsables appliquaient sa méthode pour déconstruire les fake news de leurs adversaires climato-sceptiques. Cette révolution de la communication scientifique culmina à la COP30 de Brasilia en novembre, où les approximations, les dénis et les relativisations habituelles des pays réticents ne trouvaient plus aucune légitimité face aux faits incontestables. L'écornu a changé la donne, commenta Christiana Figueres. Mentir sur le climat sans être immédiatement confronté aux preuves est devenu impossible. C'est une véritable révolution diplomatique. Pour sa part, l'écornu dépassait désormais le simple rôle de Premier ministre français. Il était devenu un symbole mondial de résistance intellectuelle face à la désinformation. Son discours du 23 septembre 2025 était étudié dans les universités comme un modèle de courage politique et de rigueur scientifique. Lors de la cérémonie des prix Nobel 2026, le comité norvégien lui rendit un hommage public en déclarant que même sans recevoir le prix, son action pour défendre la vérité scientifique face aux mensonges climatiques incarnait l'esprit du Nobel et inspirait le monde entier.
L'histoire retiendra que ce jour de septembre 2025, dans l'enceinte sacrée de l'ONU, un homme armé uniquement de la vérité scientifique a mis à terre l'un des plus grands démagogues de son temps, prouvant que l'intelligence peut triompher de l'ignorance et que la science peut vaincre l'obscurantisme, redonnant espoir à tous ceux qui croient encore que la raison peut l'emporter sur la déraison. Porter sur la déraison. Porter sur la déraison.